La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Moi je peux dire que je mets un vrai skin, je me rase pas pour aller au foot et tout. Hein. On cherche le noyau dur d'un autre club. C'est tout ce qui nous intéresse. J'échange des coups de poing avec une personne qui est d'accord, puisqu'elle vient pour la même chose que moi. Une histoire de passion, d'amitié, de bière, de drogue et de fête. Une histoire de violence et d'amour de la violence née dans les tribunes des stades de foot. Quand l'adrénaline monte et que la loyauté aux couleurs du club embrume les esprits et déchaîne les corps. Plongé dans l'histoire du hooliganisme belge. De la guerre des sides au free fight dans les bois, en passant par la délinquance et le grand banditisme. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Histoire continue. On retisse aujourd'hui le fil d'un phénomène qui a largement marqué l'histoire belge récente, notamment après le drame du Heysel en 85. Alors un phénomène qui suscite énormément de fantasmes, un univers très codifié, très violent aussi, né dans les quartiers populaires dans et autour des stades de foot. Il s'agit évidemment du hooliganisme. On va parler aujourd'hui, Bertrand, de la naissance des sides. Exactement. Les sides, ce sont des groupes de jeunes qui constituent le noyau dur de supporters, d'un groupe de supporters. Le mot side vient du mot côté en anglais, côté de la tribune qui est occupée par le groupe des supporters. On va l'entendre. À la base, tout se joue dans les tribunes. Le phénomène des sides arrive en Belgique depuis l'Angleterre dans les années 80 et atteint une forme d'apogée dans les années 90. Un phénomène, on va l'entendre, qui a évolué au même rythme que la société belge. On va vous raconter tout ça. Et pour en parler avec nous, en duplex depuis Paris, pour raconter cette longue histoire, Barthélémy Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit avec Louis Dabir un livre qui est sorti en 2020 et qui s'appelle Gang of Brussels, l'histoire vraie des hooligans d'Anderlecht entre foot et banditisme. Vous avez passé 2 ans aux côtés de ces hooligans à discuter avec eux, à essayer de comprendre quelles étaient leurs motivations. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter cette histoire qui, au final, s'étire sur 40 ans ? On a voulu raconter cette histoire pour différentes raisons, elles sont nombreuses. Je dirais que la première, c'est évidemment d'être attiré un peu par l'aspect spectaculaire et fantasmé que peut avoir le hooliganisme, à savoir le côté violence, le côté loyauté, le côté noyau dur, tout ce que vous avez évoqué en introduction. En revanche, au-delà de ça, ce qui nous semblait intéressant aussi, et ce qu'on a pu aussi découvrir du fait du temps qu'on a passé avec eux, 2 ans c'est quand même assez long, c'est découvrir un peu les logiques, la psychologie des personnages, comment est-ce que les uns les autres, ils se sont un peu entraînés dans cette logique de groupe, dans une forme de surenchère dans la violence, mais aussi dans la transgression qui les a amenés en fait à passer de la violence gratuite dans les stades, en tribune, où en fait ils se battent pour rien, si ce n'est pour leur couleur, à une violence plus lucrative, celle qui les a menés à la délinquance, voire le grand banditisme pour certains. Donc en fait, il y a vraiment l'aspect spectaculaire et derrière, en fait, en toile de fond, un enjeu plus psychologique qui nous a vraiment, personnellement passionnés en tout cas. De la guerre des sides au grand banditisme, on va retisser toute cette histoire du hooliganisme, en particulier à Anderlecht. On se replonge dans ces soirs de match où la température grimpe. 10 novembre 1990. La déception est énorme, la défaite est immense. Dans les dernières secondes, le Standard s'effondre totalement. Alain Van Bakel se joue de toute la défense liégeoise avant de fusiller Bodard, 5 buts à 1. Le Standard est KO. Sur le terrain du Parc Astrid, le Standard était arrivé en vainqueur, en tête du classement. Mais Anderlecht a pulvérisé le score. Alors ce soir-là, dans les tribunes, l'excitation monte. La victoire, les litres de bière chauffent les hooligans d'Anderlecht. Quitte à écraser l'adversaire sur le terrain, il faut en faire de même entre les noyaux durs de supporters en dehors du stade. Les Anderlechtois du Haut-Side contre les Standardmen du Hellside. Les Mauves se précipitent vers la gare du Midi pour attraper les supporters du Standard avant qu'ils ne grimpent dans le train qui va les ramener à Liège. Trop tard, la police est sur place, empêchant de grimper sur les quais. Qu'à cela ne tienne, les hooligans du Haut-Side foncent vers la gare de Schaerbeek. Un Anderlechtois a pu monter dans le train et tirer sur la sonnette d'alarme. Le train s'arrête.
des incidents qui ont éclaté hier soir après le match Anderlecht-Standard. Un train qui devait ramener des supporters liégeois dans la cité ardente a été mis à mal, des vitres notamment ont été brisées en gare de Scarbeck. Le train est littéralement attaqué, une bagarre éclate. C'est regrettable, on ne le dira jamais assez, c'est même inadmissible, mais vous le savez certainement, un match entre Anderlecht et le Standard, ça n'est jamais un match comme un autre. Un match Standard-Anderlecht. Une rivalité née dans les tribunes et qui, pour une des premières fois, va mener à l'arrestation et même à une peine de prison pour l'un d'entre eux. Pour comprendre cette guerre des sides, cette rivalité entre supporters d'Anderlecht et du Standard, il faut retourner aux origines. Nous sommes le 9 mai 1984. Anderlecht, au sommet de sa gloire, joue la finale de la Coupe de l'UEFA contre les Anglais de Tottenham. C'est vrai qu'en 10 ans, Anderlecht a conquis 2 titres de champion de Belgique, mais gagné 3 Coupes d'Europe. Alors tout de suite, j'appelle Arsène Vaillant, Arsène qui se trouve sur la pelouse du Parc Astrid, en compagnie d'ailleurs d'une fanfare. Arsène, ce n'est pas la fanfare qui nous intéresse, mais l'état d'esprit des joueurs d'Anderlecht et aussi des supporters de Tottenham. Eh bien, en ce qui concerne l'état d'esprit des joueurs, il est bien évident qu'ils savent très bien qu'ils doivent essayer de remporter ici la victoire contre Tottenham par la marge la plus grande possible et si possible surtout ne pas concéder de but. En ce qui concerne l'état d'esprit des supporters, ils sont en forme, ça vous devez vous en rendre compte. Il y a très très longtemps qu'ils déambulent dans les rues, qu'ils ont pris d'assaut tous les bistrots, mais il y a quand même une bonne chose, c'est qu'il pleut très fort et vous savez qu'en principe les supporters n'aiment pas beaucoup l'eau. Alors il y a eu des incidents aux environs du stade comme il y en a eu dans la ville depuis tout à l'heure, mais enfin ici au stade, jusqu'à présent, ça s'est calmé très très fort. Jusque-là, tout va bien. Les spectateurs remplissent les tribunes. La police, veste cuir noir croisée sur la poitrine, casque à lanière sur la tête, matraque à la ceinture, tente un tri entre les supporters. Parce que je vous le dis. Allez, là. Allez, montez là-bas. Je paye ma place, moi je peux pas avoir. Bien, vous allez où on dit, monsieur. Allez. D'accord. Là-bas, vous sortez. Non, mais vous venez pas ici pour le match, vous venez pour vous battre. Alors maintenant, vous allez, on vous a dit, ou sinon vous sortez. Ça va? S'il faut un coup de main, on va s'expliquer au bureau. Ça va? Oui, on est très fort. On vous connaît. Toujours les mêmes. Vous avez des problèmes avec eux? Ah oui, ils viennent pas pour voir un match, ils viennent pour se battre. Alors on les sépare, un par là-bas et un par là-bas. Et tous ceux-là ont la même dégaine, crâne rasé, veste bombers verte, combat shoes et écharpe mauve nouée serrée autour du cou. Les membres du O-Side viennent pour le foot autant que pour se battre. Ils doivent leur nom à la tribune dans laquelle ils sont installés, la tribune O. En ce mois de mai 1984, bien sûr, ils sont chauffés par les supporters de Tottenham qui, depuis 2 jours, ont envahi Bruxelles. Il y a même eu un mort dans un bar de la rue d'Arscott. Mais les Outsiders sont aussi impressionnés par ces hooligans anglais, cette culture du foot et de la violence dont ils s'inspirent pour se battre chaque week-end contre les Brugeois du East Side, contre les Anversois du X-Side. Premièrement, on est supporter d'Anderlecht et on se bat pour l'équipe. Mais on donne tout l'argent à l'équipe et tout, on est très fanatique. Et on va d'abord pour le football et après pour se battre. Ah ouais, s'il y a la bagarre, on se bat. Et après, il s'est trahi, Je lis aussi souvent dans les livres que nous les rasiens, on se rase pour se remarquer au foot. Mais ça, c'est les Brugeois qui ont dit ça, parce que c'est des petits cons. Ils se rasent pour aller au foot. Mais moi je me rase pas pour ça, moi je me rase parce que je suis bien comme ça, parce que je suis un skin. Moi je peux dire que je suis un vrai skin, je me rase pas pour aller au foot et tout. Hein. Ça c'est des gamins, ils font la publicité, ils disent qu'ils ont écrasé un Anderlechtois, ils disent ça, c'est tout des conneries. Et quand ils sont devant toi, hein, 5 contre 5 ou 500 contre 500, hein, ben c'est eux qui cavalent. Parce que l'attaque c'est la meilleure défense, voilà, c'est tout. Tu aimes bien cogner quand même, non? Je vais pas dire, non mais... C'est pas aimé de cogner. Hey, dans la rue ou quoi, je vais jamais charrier quelqu'un, mais s'ils m'emmerdent vraiment, ouais, je tape. Au foot aussi, s'ils viennent faire leur merde et tout, on va pas se laisser faire, on va pas cavaler. Hein. Je vais jamais cavaler d'un Brugeois, de n'importe qui, d'un Anglais, tu sais. Le foot, la baston avec les copains et les litres de bière dans les bars qui bordent le stade du Parc Astrid, c'est un peu ça,
le ciment de cette jeunesse blanche du nord de Bruxelles, issue des quartiers prolétaires et qui a grandi en bande. Ils vont pas gêner, hein. Alors moi je me tiens pas pour taper sur leur gueule. Sinon, à part ça, tu es content de ta petite vie, ouais? Non, pas content. Parce que moi, ce que je veux, c'est un travail, tu sais, travail. Autrement, je suis pas content. Parce que je m'emmerde chez moi. Ouais. Tu t'emmerdes vraiment, hein? Ouais, je m'emmerde vraiment, je me fais chier, quoi. C'est quoi ton idéal? Avoir beaucoup d'argent ou... Oh, pas question d'avoir beaucoup d'argent, mais mon idéal, c'est rentrer à l'armée, tu sais, comme volontaire, toi. Ouais, pourquoi? Mais, hein? T'aimes bien l'uniforme? Non, j'aime bien l'armée, quoi. J'aime bien la... Je sais pas. J'aime bien l'armée. Quoi dans l'armée? Hein? Quoi dans l'armée? La discipline et tout, j'aime bien. Culte de la violence, loyauté envers les amis, chaque week-end, ils cherchent les autres sides et sont de plus en plus craints. En plus, ceux qui vont me regarder, mais ceux-là, je les emmerde encore plus. Et qui doivent bien retenir ma tête, comme ça ils me voient à chaque match et je suis chaque fois là. Hein. Oh oui. Et je les aurai tous. Tous l'année prochaine, on va régler ça. Ça, je suis sûr. Qu'est-ce que tu vas Ils régler? vont plus rigoler, tu sais. Qu'est-ce que tu vas régler? Les comptes. Tu as des comptes à régler? Ouais, beaucoup, hein. Quel genre? Compte de bagarre, qu'on a eu ça. Les U7 et les X7, hein. Ils vont bien rigoler, ça le gueule. Ah, ça, c'est les brugeois, non? Non, c'est les brugeois, les envers, ça. C'est les wallons, là, quand ils vont passer, ils vont être ridicules parce qu'ils font rien du tout. Hein. Rien, c'est de la merde. Les Wallons, Ils ne savent même pas se défendre, c'est des cacs. C'est comme les Français, tout à fait la même. Il faut régler leur mot, mais ils donnent plus gens à gueuler, ils laissent plus bouger, c'est tout. Et ils me verront, c'est pas pour dire, mais ils me verront partout, je vais partout, alors ils savent pas me rater. Hein. On va bien foutre la merde partout l'année prochaine où on va, toi. Ces mots-là, dans un reportage de la RTBF, le mépris du Haut-Side envers les Wallons va réveiller les ardeurs liégeoises et signer l'acte de fondation d'un petit groupe de hooligans qui va monter en puissance dans les 10 années suivantes. Le Hellside débarque dans les tribunes. Alors, Barthélemy Gaillard, vous avez écrit avec Louis Dabir un livre qui est, je le rappelle, sorti en 2020, qui s'appelle Gang of Brussels, l'histoire vraie des hooligans d'Anderlecht entre foot et banditisme. Et vous avez, pour ce faire, rencontré plusieurs générations de hooligans. On est donc au début des années 80. Qui sont ces jeunes du Haut-Side ? Alors ces jeunes du Haut-Side, un peu comme vous l'avez expliqué durant tout ce passage d'archives, qui était très intéressant par ailleurs, sont pour la plupart des jeunes nés dans la commune d'Anderlecht, aux abords du parc Astrid, et qui peu à peu, en fait, à mesure que le club d'Anderlecht, footballistiquement et sportivement, montait en puissance, devenait un des grands d'Europe, parce qu'il a quand même un palmarès très fourni à l'époque, à mesure donc sportivement Anderlecht grandissait, eux en fait se sont emparés de cette identité sportive pour en faire une forme de fierté territoriale. Ça devenait en fait quelque part leur vitrine, leur identité. Donc c'est par ce biais que finalement ils ont commencé à se retrouver au stade. Ce sont des gens qui dans les années 80 sont très jeunes, ont entre 12 et 18 ans je dirais, et qui peu à peu en fait commencent à former un groupe. Ce qui se passe en fait, et d'ailleurs c'est ce pourquoi le groupe s'appelle le Haut-Side encore aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, donc c'est pas un groupe réellement constitué, véritablement reconnu par les autres sides, justement, les outsiders. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas au début, ils sont un peu moqués, ils sont pas forcément respectés. Jusqu'au jour où, dans un match contre Bruges, si je ne m'abuse, en fait, avec l'appui de quelques autres supporters, en fait, il y a une forme d'alchimie, de dynamique de groupe, qui fait que donc ces Anderlechtois foncent vers la tribune haut, donc le virage, et s'emparent en fait de la tribune. Et c'est depuis donc qu'ils se sont emparés de cette tribune haut qu'ils ont décidé de se baptiser le Haut-Side. Donc voilà. C'est de là que ça vient. On entend que le groupe est en train de se former, on est au début des années 80. Avant d'aller plus loin, il faut évidemment évoquer un événement qui va profondément marquer
tout le monde en Belgique. Bertrand, en 1985, c'est le drame du Heysel. Le 29 mai 1985, en effet, au stade du Heysel à Bruxelles, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus. La tension est très forte entre les supporters des deux clubs. Il doit y avoir aux alentours de 60 000 personnes, mais des fans sans billets sont entrés dans le stade. Vers 19h20, une centaine d'Anglais envahissent la tribune des Italiens. C'est une prise de tribune qui est assez classique dans le hooliganisme britannique, mais que les Italiens ne connaissent pas. Ils paniquent. Les spectateurs italiens, ils se replient de l'autre côté de la tribune, ce qui crée une bousculade, les grilles de séparation et un muret s'effondre. Il y a des dizaines de personnes piétinées et au final, le drame fait 39 morts et 400 blessés. Alors pour comprendre comment le drame du Heysel a marqué l'histoire de la Belgique et l'évolution du hooliganisme, j'ai passé un petit coup de téléphone à Jean-Michel De Waal, sociologue du sport à l'ULBC, le spécialiste belge du hooliganisme. En 1985, survient le drame du Heysel. Comment est-ce qu'il est vécu en Belgique ? Est-ce que, quelque part, ça va changer la manière dont, dans l'opinion publique et finalement dans la classe politique, on perçoit le hooliganisme ? Alors le drame du Heysel marque profondément la Belgique, provoque une crise politique et donne évidemment à la Belgique, à l'étranger, une très mauvaise image et aux Belges une mauvaise image de leurs décideurs politiques, de l'administration, du pouvoir qui semble incapable d'accueillir un événement international d'importance et c'est évidemment un moment clé dans l'élaboration d'une politique publique de gestion à la fois du hooliganisme, de la modernisation des stades. Il y a évidemment un avant et un après Heysel. En quoi ça va se matérialiser ? Ça va se matérialiser dans une loi football qui, dans sa première version, date de 1998 et qui a permis d'améliorer la sécurité dans les stades de première et de deuxième division. Et au niveau du phénomène du hooliganisme en tant que tel, qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que l'attitude des autorités, de la police par exemple, va changer ? Oui, bien sûr. Évidemment, le Heysel met le hooliganisme à l'agenda politique. Il y a une grande médiatisation de ce qui est clairement un problème de société à ce moment-là. Et on va voir dans les années suivantes, donc cette loi qui va permettre des sanctions rapides et qui va viser directement les fauteurs de troubles. Donc ce sont les personnes qui sont filmées, arrêtées, qui vont être sanctionnées d'exclusion de stade, parfois pendant plusieurs années. Et puis petit à petit, le football se développant, se modernisant, se commercialisant, on va aussi tout de même avoir une modernisation des stades qui va permettre un meilleur contrôle du hooliganisme. Alors, Barthélémy Gaillard, vous qui avez donc discuté avec de nombreux hooligans d'Anderlecht pour écrire ce livre, Gang of Brussels, qu'est-ce qu'ils disent ces hooligans du drame du Heysel, toutes générations confondues ? Eh bien, la plupart, en fait, s'en souviennent, parce que certains d'entre eux étaient même au stade ce jour-là. Et en tout cas, ça fait partie de leur mythologie, dans le sens où, en fait, c'est quelque chose qui est resté évidemment comme dramatique, mais qui est aussi l'incarnation pour eux de la supériorité. En fait, si vous voulez, je vais repartir du début. Ce qui est intéressant aussi, au-delà évidemment du drame humain que ça représente, dans ce qui s'est passé dans le Heysel en 85, c'est que c'est un peu l'opposition entre deux cultures du stade. La culture anglaise, la culture du hooliganisme à l'anglo-saxonne et la culture italienne. Comme vous l'avez dit, les Italiens, ils ne sont pas habitués à ces prises de tribune. Et donc, en fait, les hooligans anderlechtois s'inspirant de la culture anglo-saxonne, pour eux, le Heysel, c'est la preuve de la supériorité de la culture anglo-saxonne. C'est presque une victoire, plus si je vous entends. Pour eux, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une victoire, mais en tout cas pour eux c'est quelque chose de, comme je vous dis, de fondateur, parce que ça intervient donc en 85 à un moment où le O'Side vient de se constituer, et c'est quelque part la confirmation qu'ils se sont inspirés de la culture dominante du hooliganisme à l'époque. Peut-être voilà encore un ce mot que je voulais dire. Là-dessus, ça représente combien, à votre avis, de personnes ? Parce qu'on parle de phénomène de société, mais à l'époque, dans ce mi-temps des années 80, combien de personnes sont concernées par le hooliganisme là ?
Alors au niveau de la Belgique, je ne saurais vous dire parce que je me suis limité à suivre les hooligans d'Anderlecht. Ce que je peux vous dire en revanche, disons à Anderlecht, quoi, pour le phénomène que ça représente pour Bruxelles et Anderlecht à l'époque. Ce que je peux vous dire et qui est assez notable, parce que c'est plus du tout le cas actuellement, c'est qu'en fait ils étaient capables de rassembler jusqu'à 400-500 membres sur un seul et même événement. Donc une opposition. Donc c'est vraiment un chiffre énorme, parce que vous imaginez bien qu'en face, il y avait à peu près le même effectif. Donc ça peut faire 800 à 1000 personnes qui s'affrontent. Et évidemment, c'est quelque chose qui était possible à l'époque, qui plus est à l'intérieur des villes, voire proche des stades, parce que, comme l'a dit M. Deval, le système policier, le système répressif, le système sécuritaire était bien moins développé à l'époque. Donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus réalisable dans les années 80 qu'aujourd'hui. Justement, l'histoire continue. On reprend le fil de ces années. Après le Heysel, après 1985, toute une série de mesures, Bertrand, vont être prises. Oui, et pourtant, dans les années 90, malgré les nouvelles lois, malgré les contrôles, les exclusions de stades, eh bien, le hooliganisme est toujours très présent. La violence commence aussi à sortir des stades. Elle se retrouve notamment dans les rues, dans les parkings. La guerre des sides entre le Haut-Side bruxellois et le L-Side liégeois est à son comble. On se replonge dans les archives. Visage flouté, ils sont deux, épaule contre épaule, rouge dans le cœur, à confesser devant les caméras de la RTBF leur amour du standard, mais surtout de la bagarre, de la violence, des coups de poing et des high kicks. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas apparaître à visage découvert à la caméra ? Parce que je crois que l'idée que les gens se font de nous n'est pas très positive. Bon, je ne veux pas me cacher. J'estime que je n'ai pas grand-chose à me reprocher. C'est-à-dire, je suis d'accord, on vit dans une société qui a des barrières et compagnie. Bon, il en faut. Bon, j'ai une vie tout à fait normale, excepté au football où ces barrières, je les recule un petit peu. Bon, j'estime que si je cours après quelqu'un, ou même à la limite, j'échange des coups de poing avec une personne qui est d'accord, puisqu'elle vient pour la même chose que moi, mais je ne vois pas en quoi je transgresse. Bon, elle n'empêche, d'après la loi, même si deux personnes sont d'accord de se taper l'une sur l'autre, on les arrête toutes les deux, ils ne peuvent pas. Et vous, qu'est-ce que vous cherchez alors quand vous affrontez l'autre en face ? Ça fait 15 ans que je me le demande. Non, franchement, voilà, j'ai une situation, j'ai une vie normale. Je me dis pourquoi est-ce que je vais encore, à mon âge, venir dans un stade de football, ça c'est tout à fait normal, mais les alentours, je veux dire, c'est... Je trouve que c'est bien. J'aime bien. Il faut le dire, lorsque vous avez ce qu'on appelle une charge, donc un groupe qui court, on a des sensations d'excitation et compagnie que je n'ai jamais connues autre part, ça c'est vrai. L'excitation qui monte quand la violence grimpe. Mélange de virilité, d'honneur à défendre pour le club. Dans les années 90, la rivalité L-Side du Standard, O-Side d'Anderlecht est à son comble. On défend nos couleurs, quoi, hors du stade. Ça veut dire quoi, défendre des couleurs hors du stade ? Par exemple, on perd ici sur notre terrain, quoi, les joueurs. Nous, on ne perdra pas dans la rue, quoi. Pourquoi veux-tu en découdre ? Parce qu'il n'a pas les mêmes couleurs que moi. Vendredi, il y a un match avec le Standard. C'est un match à haut risque. Vous allez chercher quelque chose, là ? Sûrement, il y aura sûrement quelque chose, ça. Mais il y aura quelque chose parce que c'est le L-Side qui va chercher la bagarre ou vous ? Parce que c'est le seul qu'on déteste, quoi. Le plus qu'on déteste, quoi, c'est le L-Side, quoi. Et pourquoi ? Parce que c'est des Wallons. Et t'as déjà eu des ennuis avec la police Je me suis déjà fait quelques fois embarquer avant que j'avais 18 ans, alors t'as rien du tout, quoi. Mais une fois après 18 ans, là, c'est plus sérieux, quoi. Mais les pays du L-Side, je le fais bien. Enfin, comme tout le monde voudrait bien. Parce que c'est pas un site. Ça peut pas s'appeler un site en Belgique, ça. Ils peuvent aller, je sais pas, au Luxembourg. Peut-être que là, ils feront leur voix. Mais en Belgique, il faut pas ça. C'est vrai, c'est véridique, il faut pas ça. Tu les méprises carrément, là. Pour moi, tous les pays du L-Side, avec fierté, tu peux même me filmer. Tous les pays du L-Side, c'est des gros fils de pute et des gros bâtards. Et crois-moi que c'est vrai. Et ton frère, j'ai baisé sa mère à la guerre de Guinée. Crois-moi que c'est vrai.
La guerre des sides est une culture. Malgré l'horreur du Heysel, la violence reste un moteur dans les noyaux durs des sides. La police, la justice tentent de prendre des mesures. Interdiction de stade, arrestation, peine de prison pour endiguer le phénomène. Nous sommes au début des années 90 et quelque part, le constat des autorités est amer. Louis Tobak est alors ministre de l'Intérieur et il l'admet, la violence ne s'éteint pas. Depuis quelques années, le nombre d'incidents est stable. Et on pourrait même dire que le nombre d'incidents diminue en nombre, donc statistiquement. Je dirais qu'en violence, ça s'aggrave plutôt. Donc, la quantité diminue, mais la qualité, entre guillemets, hélas, augmente. S'il y a là quelque chose à relever et qui est préoccupant aussi, ou qui mérite d'être tenu soigneusement à l'œil, c'est que ça se renouvelle quand même et il y a de plus en plus de jeunes. Et alors qu'il y en a qui essayent de dire « mais enfin, comment est-ce possible ?» Il s'agit de quelques dizaines de types qu'on connaît, etc. Lors des derniers incidents à l'Antwerp, après un match de l'Antwerp, la police communale s'est trouvée confrontée à 600 personnes. Les membres du Hellside le racontent sans phare. Fini les bagarres dans les tribunes ou à la sortie des stades. La violence se déplace sur les parkings, des discothèques, dans les bois. Les deux groupes essayent de se retrouver à un endroit où il n'y a pas de gendarmes. S'il y en a, ça ne se passe pas, mais c'est pas grave. Cherchez quoi alors? Vous cherchez un autre endroit plus discret, sans trop de policiers? On essaye. Les gendarmes s'organisent de mieux en mieux. On essaye. S'il n'y a pas moyen, tant pis. C'est pas grave. Et qu'est-ce qui t'intéresse personnellement dans la castagne, disons? Il n'y a rien de bien défini. J'aime bien, puis c'est tout. Se battre loin, c'est comme si le hooliganisme se professionnalisait. Il n'est plus question de tout casser, de détruire des stades, des bars, des magasins, mais juste de se battre. Un hooligan, ça peut-être se battre, ça se bat, ouais, mais il casse aussi des trucs. Et ça, Anderlecht dans le site, ça on ne doit plus avoir, quoi. Nous, on aime bien de se battre de site en site. On cherche le noyau dur d'un autre club. C'est tout ce qui nous intéresse. Et à ce moment-là, quand vous avez trouvé l'autre noyau, ça donne un kick. C'est-à-dire ça, c'est dans le sang, quoi. C'est dans le sang et ça donne un kick, quoi. On est jeunes, quoi. On est jeunes. C'est eux, ils nous cherchent, nous on leur cherche, quoi. Mais pourquoi ça sert à quoi en fait, de vous bagarrer comme ça avec le prestige du club. On est pour un club, on donne jusque dans la peau, c'est tout. La première. L'histoire continue. Barthélémy Gaillard, on entend dans l'extrait Louis Tobak à l'époque, donc on est au milieu des années 90, dire que les sides se renouvellent, que des jeunes arrivent. Et c'est ce que raconte votre livre Gang of Brussels. En effet, des petits jeunes vont débarquer et le BCS, Brussels Casual Service, va être créé. Comment ça se passe ? Ça se passe comme très souvent dans le monde du hooliganisme, à savoir par un phénomène, je dirais, de fascination et d'attraction des plus jeunes vers ceux qui sont déjà en place. Donc les outsiders ont à l'époque 10 ans de plus, ils ont entre, mettons, 25 ans. Les plus jeunes, qui sont donc adolescents, les observent un peu admiratifs et commencent à vouloir embrasser le groupe. Mais effectivement, ce qui arrive et ce que les extraits que vous avez sortis illustrent très bien, c'est que donc il y a une forme de durcissement de la répression policière. Donc forcément, il y a un changement des pratiques du hooliganisme. Les plus anciens, donc ceux du Haut-Side qui étaient habitués à se balader à 400 aux abords des stades pour se battre de manière totalement libre, on va dire, eux commencent à avoir un peu plus de mal. Ça leur plaît moins de devoir se déplacer, d'aller plus loin, de devoir se cacher pour organiser des rendez-vous pour se battre. Or, les jeunes, eux, ils trouvent totalement leur compte. Donc en fait, finalement, eux, ils vont créer leur propre groupe, le Brussels Casual Service, donc au mi-temps des années 90. Et du coup, eux, ils ont une autre culture du hooliganisme, on veut dire. Même si, évidemment, ils sont hyper
hyper admiratifs, reconnaissants, et ils se réclament de l'héritage du Haut-Side. Les deux groupes, finalement, se s'allient très souvent et ne font qu'un dans leur imaginaire, en tout cas. Vous le dites, il y a un changement de culture. Autant le Haut-Side, c'est café, bière autour du parc Astrid, look de skinhead, on l'entendait. Les jeunes du BCS dans les années 90, ils ont aussi un autre style vestimentaire et un autre mode de vie. Alors, autre style vestimentaire, ce serait peut-être trop fort de le dire, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, avec toujours cette répression policière, se développe un autre style vestimentaire, donc le casual, d'où leur nom Bruxelles Casual Service, qui en fait consiste à être le plus discret possible. Donc en fait, fini les écharpes mauves autour du cou. Le BCS en fait essaye de se camoufler, d'apparaître le plus discret possible pour pouvoir se fondre dans la foule et échapper au repérage des spotters, donc des policiers qui sont spécialisés dans la répression du hooliganisme. Donc effectivement, il y a quand même une petite évolution en termes vestimentaires, mais elle est faible, on va dire. Ils vont aussi faire la fête ailleurs. Alors faire la fête ailleurs, non, je dirais pas, parce qu'ils ont quand même... en fait, ce qui se passe, c'est que le hooliganisme, comme je vous ai dit, répond à une logique très territorialisée. C'est-à-dire qu'en fait, tous les bars autour du parc Astrid sont soit tenus par leurs amis, soit tenus par eux-mêmes. Donc en fait, ils ont un ancrage territorial très fort. Donc en fait, ils vont y passer beaucoup de temps, qui plus est, ils ont d'autant plus de mal à s'en éloigner que pour certains, c'est là où ça donne à plein de trafics, donc notamment le trafic de drogue. Donc en fait, ils vont pas forcément changer de lieu où ils vont faire la fête. En revanche, ce qui se passe, c'est que une fois qu'ils quittent ces bars, ils vont dans des dancings, et donc dans les années 90, le type de musique aussi évolue un peu, donc effectivement, ils vont dans des dancings différents. Mais en tout cas, ils restent très accrochés aux bars d'Anderlecht. Alors c'est aussi une période, et vous commenciez à le dire, où on voit de plus en plus certains membres du BCS tisser des liens avec le milieu de la petite délinquance, voire du grand banditisme. Tout à fait. Alors c'est effectivement assez caractéristique du Bruxelles Casual Service, contrairement au Haut-Side. Le Haut-Side, il y avait des petits délinquants, mais rien de très notable. En revanche, le Bruxelles Casual Service vraiment se démarque par son intégration au monde de la délinquance, voire du grand banditisme. Et ça se fait étape par étape, et justement via cet ancrage territorial à Anderlecht. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, mettons que j'ai un ami qui détient un café, qui est propriétaire d'un café, et moi, je suis un BCS, je sais que je suis déjà costaud, et qu'en plus, j'ai 400 amis qui sont prêts en découdre si jamais il m'arrive quelque chose, donc en fait, je vais devenir portier de ce café. Par ailleurs, en étant portier de ce café, je peux aussi avoir un œil sur ce qui se passe dans ce café, donc y compris les trafics. Donc si j'ai un ami du BCS qui a quelques grammes de cocaïne à écouler, en fait, je vais fermer les yeux, donc je vais le laisser écouler les grammes de cocaïne dans mon café. Enfin, vous voyez, c'est toute une espèce de microcosme qui va se recréer et qui va leur permettre peu à peu d'arriver à des petits trafics, voire à des très gros, parce qu'il y en a certains qui se sont fait arrêter. Enfin, il y en a un qui s'est fait arrêter pour avoir importé 3,4 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers. Donc là, c'est une toute autre échelle. Voilà. On imagine que cette appétence pour la violence qu'ils ont dans les stades, c'est aussi une caractéristique qui leur permet d'aller vers la délinquance et vers le grand banditisme ? Ça se fait dans les deux sens en fait. Effectivement, le fait d'être attiré par le foot, d'arriver en tribune, puis de rejoindre le BCS fait que on est en contact avec, comme je vous ai dit, plusieurs centaines de personnes, dont certaines sont dans des réseaux de délinquance, voire de banditisme. Donc effectivement, ça se passe comme ça. En revanche, il y a eu aussi un phénomène inverse qui est assez surprenant et contre-intuitif, mais qui, moi, m'a semblé assez fascinant. Donc je vous parlais justement de cet homme qui a importé 3400 kilos de cocaïne dans le port d'Anvers via une fausse société écran d'import-export de bananes congelé, immatriculé au Venezuela, donc c'est quand même une histoire assez dingue. Et cet homme, en fait, donc c'était un trafiquant de grande envergure. Si vous voulez, il a rejoint le BCS parce que c'était quelque part pour lui presque des vacances. C'était en fait un moment de détente. C'est de la violence tranquille. Voilà, c'était de la violence gratuite où en fait il pouvait se battre déjà à main nue, juste avec ses poings sans avoir trop peur de se faire tirer dessus, et pas pour des enjeux de fric et de drogue. Donc en fait, lui, c'était une logique inverse. Évidemment, c'est une logique minoritaire, mais en tout cas, les deux existent. Est-ce que c'est une exception, le BCS, dans le paysage du hooliganisme européen ? En tout cas, cette nature de lien avec le grand banditisme qui semble être un peu au cœur quand même du BCS.
Je dirais pas que c'est une exception dans le sens où ça existe dans d'autres firms. On peut l'observer notamment, ce qui est assez connu. Le side de l'Ajax d'Amsterdam est connu pour produire et vendre pas mal de drogue. On sait aussi que l'un des leaders des ultras de la Lazio qui a été tué je crois que c'était en 2018 ou 2019, il a été tué pour une affaire de trafic de drogue. Bref, ce sont des choses qui existent en Europe occidentale, qui existent d'autant plus en Europe orientale, y compris dans les Balkans où il y a pas mal de trafic d'armes. Mais ce qui est vrai, c'est quand même que le BCS est particulièrement... il y a pas mal de personnages, de protagonistes importants du BCS qui ont eu des activités illégales d'envergure. On pourrait même penser, parfois, quand on vous entend décrire le BCS, un peu à l'idée d'un gang à l'américaine. Il y a des codes, mais il y a aussi du grand banditisme qui fait tourner un petit peu le gang. Est-ce que c'est ça qu'a fait le BCS à l'époque ? C'est difficile à dire de manière aussi tranchée, mais en tout cas, c'est vrai que ce que nous, on a observé, c'est comme je vous l'ai dit en préambule, c'est un glissement des activités d'une violence gratuite à une violence plus lucrative. Et surtout, une interaction permanente entre les deux. Je vous donne un exemple qui me semble assez parlant. L'un des membres du BCS est d'origine albanaise. Et en fait, à un moment, vu qu'il a des entrées dans la communauté, la diaspora albanaise à Bruxelles, qui en fait détient 90% des portiers à l'époque à Bruxelles étaient albanais, en fait, le fait que lui fasse partie du BCS, ça a permis de pouvoir entrer dans certains cafés, ça donnait à certaines activités, ou du moins récupérer certains bars pour lesquels on pouvait mettre un BCS en tant que portier. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des liens entre les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que le hooliganisme n'est pas quelque chose d'hors-sol, qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui est intégré dans la société, dans toutes ses composantes. Donc il y a une dimension territoriale, une dimension sociale, il y a des liens avec le banditisme, mais aussi avec d'autres activités plus culturelles. Il y a un style musical, un style vestimentaire, voilà, il ne faut pas considérer le hooliganisme comme quelque chose d'éloigné de la société. En fait, il en fait partie à sa manière. D'ailleurs, il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce que les groupes de hooligans sont politisés ? Et en ce qui concerne le BCS, est-ce que ses membres sont racistes ? On a cette image associée à l'extrême droite. On se souvient évidemment des émeutes d'Anderlecht, quand des hooligans et des jeunes d'origine maghrébine s'étaient battus dans les quartiers autour du stade pendant plusieurs jours en 2008. On repense aussi à ce cortège qui avait déboulé face à la Bourse quelques jours après les attentats de Bruxelles, tout le monde habillé en noir. Il y avait eu des gestes nazis qui avaient été faits à l'époque et on savait qu'il y avait des membres du BCS qui étaient dans ce fameux cortège. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ce groupe est lié à l'extrême droite ? Alors c'est une question très intéressante. Moi je dirais d'abord, le groupe n'est pas lié à l'extrême droite dans le sens où, en gros, le groupe n'est pas raciste mais il est xénophobe. Et le groupe n'est pas xénophobe n'a pas une xénophobie politisée. Donc je vais essayer de m'expliquer. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que nous, de ce qu'on en a compris, et on les a notamment beaucoup interrogés sur ces fameuses émeutes d'Anderlecht de 2008, qui était quand même quelque chose de... Qui a marqué, qui était marquant à l'époque. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'il y avait les télés du monde entier qui filmaient la commune qui était en état de siège avec en gros 400 personnes d'origine marocaine contre 400 hooligans ou assimilés. Donc c'est quand même pas rien. Nous, ce qu'ils nous ont expliqué en fait, c'est que tout est parti d'une embrouille de quartier, quelque chose de très basique, où en fait des ados d'origine marocaine ont agressé des ados belges de souche, dont certains étaient des enfants de BCS. Donc évidemment, les BCS ont réagi en tapant ces gamins-là. L'affaire est rapidement montée en épingle et ils se sont retrouvés, bref, je vous passe les détails, à 400 contre 400 dans un affrontement de rue assez impressionnant. Nous, la manière dont racontaient cette histoire les BCS, c'était de dire en fait, effectivement, en l'occurrence, on s'est opposé à des gens d'origine marocaine, mais ils auraient été chinois ou belges ou que sais-je encore, on les aurait tapés quand même, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont arrivés dans notre quartier et qui se sont mis, pour certains, à vendre de la drogue et qui commencent à taper nos enfants. Donc en fait, l'embrouille de base est de nature territoriale. C'est ça que je veux mettre en avant. L'autre truc, c'est qu'effectivement, je dirais pas qu'ils sont racistes dans le sens où, comme je vous l'ai dit, en fait, ils peuvent détester aussi bien un Liégeois qu'un Marocain d'origine qui vit à Anderlecht. Ils n'ont pas un prisme racial, en revanche, ils ont un prisme xénophobe, dans le sens où ils n'aiment pas l'étranger, ils n'aiment pas l'autre.
et ils aiment affronter l'autre. Donc à mon avis, on peut plus parler de xénophobie. Et enfin, dernier point, cette xénophobie n'est pas politisée dans le sens où en fait leur culture, leur manière d'être, leur manière de réfléchir et de se construire en tant qu'identité, c'est qu'ils appartiennent à un groupe, le BCS, et que en fait leur fierté, c'est que ce groupe, en fait, ils peuvent faire leur vie à l'intérieur de ce groupe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'en fait, grâce à ce groupe, on peut être portier, on peut commencer à vendre de la drogue, bref, on peut avoir une identité sociale, une carrière professionnelle, des revenus économiques. On peut tout faire au sein du BCS et ça permet en fait de rejeter la société, de rejeter le monde dans lequel on vit, de dire que le monde, l'État c'est de la merde, la société c'est de la merde, pour caricaturer, aller très vite. Donc en fait, ils n'ont aucune volonté politique de changer la société, ils sont plus dans un rejet de la société. Donc il n'y a pas d'accointance avec des groupuscules politiques, en tout cas à ma connaissance. Aujourd'hui, qui sont les héritiers du BCS? Dans votre livre, vous racontez notamment que vous avez assisté à des free fights dans les bois. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est quelque chose d'assez, de très étrange, je trouve. Mais pour répondre à votre première question, effectivement, le BCS, donc maintenant, les leaders du BCS ont grosso modo la cinquantaine. Ce qui correspond quand même à un âge très avancé en termes de hooliganisme, parce que c'est souvent des plus jeunes qui pratiquent. Et donc en fait, ils ont vécu un peu ce qu'ont vécu les leaders du Hillside dans les années 90-2000, à savoir qu'il y a encore plus de répression policière, donc il y a une adaptation du hooliganisme qui se déplace carrément dans les forêts, où là on le fait par tout petit groupe. Bref, il y a un changement culturel qui fait que eux, à 40-50 ans, bon, ils y vont de temps en temps, mais c'est pas forcément leur tasse de thé. Donc évidemment, de là émerge une nouvelle génération qui, elle, s'empare des codes du free fight et donc est beaucoup plus disposée à aller se battre en forêt. Donc là, le groupe, le nom a changé plusieurs fois, mais là, en ce moment, ils appellent ça le FFA, Forest Fighter Anderlecht. Donc c'est des plus jeunes, comme je vous ai dit. Et rappelez-moi la question. Et donc, ils vont comment ça fonctionne? Ils organisent, il y a une sorte de tournoi parallèle, de combat entre clubs de supporters qui vont à main nue se battre dans les bois. Ça semble incroyable, hein, dit comme ça. Tout à fait, mais en fait, ça répond à la même logique, comme vous l'aviez dit dans les années 80-90, ça se professionnalise, et là c'est une deuxième phase de professionnalisation. Donc en fait le concept c'est que deux groupes s'accordent, donc là nous on était allés voir un groupe lyonnais et le groupe d'Anderlecht s'affronter, donc les uns partent de Bruxelles, les autres partent de Lyon, et ils se retrouvent plus ou moins à mi-chemin. Donc on était bref dans l'est de la France, dans un parc naturel complètement paumé, au fin fond de la forêt, un dimanche matin de janvier, enfin quelque chose où on se dit en fait c'est des gens qui vont faire 400 km aller, 400 km retour chacun pour aller se battre 1 minute dans les bois et repartir. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quelque part aujourd'hui les stars, c'est plus les Anglais, c'est plutôt les supporters des pays de l'Est, Russie, Pologne, Ukraine, etc., qui quelque part ont pris le lead sur ces combats. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait cette évolution culturelle du hooliganisme fait que en fait maintenant c'est un hooliganisme encore plus professionnalisé, comme je vous disais, où les mecs partent faire des stages de 1 mois tout seuls de boxe thaï en Thaïlande pour s'entraîner à se battre, où il y a une militarisation presque, où on prend plus de protéines, on va plus à la salle, et ça effectivement ce côté milice c'est beaucoup développé donc en Pologne, en Russie, en Bulgarie, bref dans les pays d'Europe de l'Est, alors que le hooliganisme à la papa entre guillemets, le hooliganisme anglo-saxon où on boit des bières, lui en fait maintenant il est plus en mesure de faire le poids contre cette culture d'Europe de l'Est, et l'incarnation de cette passation de pouvoir, de cette évolution culturelle, ça a été les affrontements entre Russes et Anglais à Marseille à l'Euro 2016, où les Russes étaient avec des pectoraux saillants, des véritables athlètes, et poursuivaient des Anglais beaucoup plus bedonnants et qui en fait n'étaient pas de taille tout simplement. Vous qui avez côtoyé ces gens du BCS notamment pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous retenez de ce milieu, c'est cette forme de pulsion de violence qui cherche absolument à s'exercer? Ce que je retiens, nous, ce qu'on a essayé de se demander, comme tout le monde, c'est pourquoi faire ça? Et en fait, l'explication qu'on avance, ou en tout cas moi le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est un peu ce que je vous disais quand on parlait des émeutes d'Anderlecht, c'est qu'en fait c'est une manière pour quelqu'un qui n'a pas forcément tous les moyens de s'intégrer dans la société et d'en retirer tous les fruits en termes de prestige social, de retombées économiques, d'intégration dans la société tout simplement. C'est une manière de faire contre-société.
de faire groupe, de se cimenter autour d'une identité, donc là en l'occurrence celle du club d'Anderlecht, mais aussi de la commune d'Anderlecht, de faire corps ensemble, et à travers ça, de prouver sa valeur à travers la violence, et aussi de pouvoir faire sa vie grâce aux opportunités que peuvent offrir le groupe. Parce que comme je vous ai dit, il y en a plein qui sont devenus portiers grâce à leur statut de hooligan. Il y en a certains qui sont allés dans des trafics, qui ont gagné beaucoup d'argent. Enfin, c'est vraiment, c'est à travers la violence, prouver sa valeur. Et une fois qu'on a prouvé sa valeur, être entouré de prestige dans un groupe et pouvoir en retirer des fruits sociaux et économiques. Donc c'est quelque part quelque chose d'assez logique quand on le regarde sous ce prisme-là, bien sûr. Parce qu'évidemment, si on se dit juste c'est des gars qui viennent se bagarrer tous les samedis et dimanches à l'autre bout de la Belgique ou de l'Europe et qui reviennent avec le nez cassé, ça semble absurde. Mais si on le regarde sous ce prisme, ça fait plus sens à mes yeux en tout cas. Merci à vous en tout cas, Barthélémy Gaillard, d'être venu nous raconter justement ce point de vue, ce prisme à travers lequel vous avez pu observer pendant 2 ans ces générations de hooligans du O-Side et puis du BCS. Je rappelle que vous avez écrit avec Louis Dabir un livre qui s'appelle Gang of Brussels, l'histoire vraie des hooligans d'Anderlecht entre foot et banditisme, un livre sorti en 2020 et que je recommande chaudement à ceux qui s'intéressent au sujet. Merci beaucoup Barthélémy Gaillard. Mais merci à vous. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.